Donc, le PR, oui, c'est très d'actualité ici, on est quand même à proximité. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un peu moins de 2 ans, il y a eu un rassemblement qui s'est fait de Souville et une manifestation jusqu'à l'entrée de l'EPR à Flamanville, donc environ 2,7 km, un peu moins de 3 km. Et donc, il y a quand même une opposition dans le secteur, mais il est évident que vous êtes ici dans un pays colonisé. Hein, c'est-à-dire que quand il y a de grands travaux, comme c'est le cas, et qui durent longtemps, il y en a qui en profitent. Ça va des grandes surfaces à ceux qui travaillent, tout simplement, parce qu'on est dans un secteur où le chômage était quand même très important. Je rappelle qu'avant l'EPR, il y avait dans le bassin de Cherbourg le taux de chômage le plus élevé de toute la Normandie. Donc ça a été considéré par un certain nombre de jeunes, donc le fait qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes dans les rassemblements qui ne se montrent pas trop, c'est très signifiant, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des critiques à faire sur le nucléaire, ils travaillent où ils peuvent, et surtout que le travail, sauf quand c'est en sous-traitance, c'est pas si mal payé par rapport aux autres activités dans le secteur. Mais il est arrivé, après les grands travaux de La Hague, qu'il y ait jusqu'à 18% de taux de chômage dans cette région, c'est-à-dire le niveau qui était celui de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne. Et donc il y a eu, à l'époque j'étais député européen, je savais bien les fonds qui tombaient de l'Europe sur la région, et la région n'a peut-être pas utilisé convenablement ces fonds, mais elle a eu des fonds qui tombaient depuis, il y a eu des fonds qui tombaient depuis Bruxelles, comme pour ces pays qu'on considère comme les plus pauvres, ou considérés comme les plus pauvres de l'Europe. Bon, alors l'EPR, c'est un vieux projet, même si on dit que c'est un nouveau réacteur. Je rappelle un petit peu les choses avant de parler des risques. L'EPR est un projet qui date de 92. À l'origine, c'est Areva qui était auteur du projet. Maintenant, c'est EDF qui a pris la suite. Et ce n'est pas par hasard que Areva avait conçu ce réacteur pour fonctionner avec du MOX, c'est-à-dire du combustible mixte uranium-plutonium. L'usine de La Hague ayant pour fonction, à l'origine, de produire le plutonium nécessaire à la bombe, et maintenant d'extraire du plutonium pour faire le MOX. Ça permet de continuer les activités de l'usine de La Hague. La proximité de Flamanville n'est pas innocente non plus. Alors pourquoi cela? Bon, tout d'abord, EDF n'en voulait pas, n'en avait pas besoin. Je rappelle que EDF exporte environ 10 à 12% de sa capacité de production nucléaire à l'étranger, d'où d'ailleurs une interconnexion qui ne cesse de s'accroître, et en particulier Souville est menacée par l'interconnexion qui devrait avoir lieu entre Flamanville et Exeter, le Devon, en Angleterre, à travers le département de la Manche. Ça, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y a eu un certain nombre de réactions sur le sujet. Il serait question que ce passage se fasse par le Platé. Vous connaissez peut-être un petit peu quand même le Platé, la partie qui est souvillaise, puisque le Platé, la plage du Platé est au nord du port de Thielette, le Thielette étant en partie Flamanvillais et en partie Tréauville, la commune de Tréauville. Bon, donc, le problème de la France, dans ces années 90 et maintenant, c'était pas l'approvisionnement en électricité en base, c'est-à-dire en fonction régulière, mais c'était l'approvisionnement pour les périodes de pointe, parce que le nucléaire ne peut pas être utilisé en période de pointe. Tout simplement parce que il faut, pour mettre en marche un réacteur nucléaire, 3, 5, voire 8 jours. Et les pointes, ben, ça ne se règle pas comme ça, à 3, 5 ou 8 jours. C'est à partir de 5 heures du soir, quand les gens rentrent du travail, quand ils mettent le chauffage électrique et quand ils mettent la cuisine électrique, le tout électrique en quelque sorte. Bon, donc s'il y avait eu nécessité, c'était de développer les énergies renouvelables. On peut à une éolienne l'arrêter ou la mettre en marche rapidement, ce qui n'est pas le cas d'une centrale nucléaire, pour ne prendre que cet exemple
de l'éolien. Bon, donc, EDF n'en avait pas besoin. Mais bien sûr, EDF, c'est une entreprise d'État. Et donc, dans les entreprises d'État, il y a aussi Areva. Et par habitude, depuis de nombreuses années, dans les négociations qui se passent à l'interne du nucléaire, entre Areva et EDF, c'est Areva qui l'emporte, tout simplement parce qu'elle extrait du plutonium. Sachez qu'en Europe, aujourd'hui, la plupart des pays qui avaient du nucléaire l'abandonnent, et que c'est les deux seuls pays qui continuent, c'est la Grande-Bretagne et la France. Un hasard, les deux pays qui ont la route. Par ailleurs, il faut savoir aussi que EDF a la principale unité de production British Energy pour produire de l'électricité, et que c'est une filiale d'EDF. Les gens d'EDF étaient opposés à la privatisation d'EDF. Soit dit en passant, n'a pas tellement bien marché, puisque c'était prévu de privatiser 35%, et on est arrivé à 17%, et qu'aujourd'hui, les actions de ceux qui avaient acheté les actions ont des grosses difficultés, parce que EDF n'est même plus coté en bourse, il n'est plus du tout au CAC 40. Bon, donc, vous avez là un choix qui était celui d'Areva. Et donc, à l'origine, avec combustible MOX. Je dis à l'origine parce que EDF n'a jamais été très chaud pour faire du MOX, et donc EDF n'y tient pas spécialement. Les essais qui auront lieu se feront à l'uranium, et les essais qui doivent avoir lieu vont promouvoir un prototype, paraît-il, entre guillemets, prototype, pour les années qui viennent, avec de l'uranium enrichi, voire plus enrichi, mais pas avec du MOX. Conflit interne, pas toujours apparent, à l'intérieur du lobby nucléaire. Alors, on l'a fait apparaître à l'époque comme un réacteur nouveau. Alors, il faut savoir que c'est quand même un réacteur à eau pressurisée, modèle à l'origine Westinghouse américain, qui a été francisé ensuite à partir de 85, et donc s'il est francisé, on l'a appelé européen, ça faisait mieux, EPR, européen. Et en fait, c'est resté européen avec Siemens, mais pas avec l'Allemagne. L'Allemagne n'a jamais pris, et aucun autre pays n'a pris la responsabilité. Il n'y a que la France, Areva. Aujourd'hui, Siemens a abandonné, depuis quelques années déjà d'ailleurs, ce projet, considérant que ce n'était pas assez rentable pour elle. Elle préfère faire autre chose. Donc, et plutôt en dehors du nucléaire d'ailleurs, cette entreprise Siemens. Et donc, aujourd'hui, c'est un EPR, ça veut dire réacteur, c'est en anglais, donc les lettres se trouvent inversées, c'est réacteur à eau pressurisée, évolutif, pas européen. C'est une première chose à savoir quand on vous en parle un petit peu. Évolutif. Alors, quelle est l'évolution? L'évolution, c'est de rajouter, par rapport aux anciens réacteurs, une dalle de béton sous le réacteur pour récupérer éventuellement le corium, c'est-à-dire le cœur du réacteur, une fois qu'il aurait fondu après un accident. Tiens donc, il pourrait y avoir quand même un accident sur le PR. Bon, et le tout est de savoir si, quand même, la dalle en question, la dalle en béton, résisterait à cette pression énorme que peuvent produire les résidus du corium. Bon, on est en bordure de mer, vous imaginez aussi ce que pourrait faire une fuite vers la mer, et ça n'exclut nullement la dispersion de gaz radioactifs dans l'atmosphère. Si c'est d'ailleurs dans la mer, vous imaginez la situation du Channel, de la mer de la Manche. Les résultats ne pourraient pas être seulement locaux ou régionaux, mais bien plus importants, surtout avec le Gulf Stream, qui balaye la région jusqu'en baie du Mont-Saint-Michel et baie de Saint-Brieuc, et qui remonte vers la mer du Nord. Bon, donc, c'est la seule chose relativement nouvelle. Et on a dit, c'est donc un réacteur beaucoup plus sûr. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les autres devaient être moins sûrs.
si celui-ci est plus sûr. Hein. Bon, donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on peut s'inquiéter quand même aussi de ces vieux réacteurs, surtout que le rafistolage qui est prévu n'est que du rafistolage. Alors, où l'installer? Eh bien, deux raisons principales ont indiqué Flamanville. La première, c'est tout simplement qu'on ne trouvait plus de nouveaux sites pour installer une centrale nucléaire, comme on a toujours du mal à trouver des sites pour stocker les déchets du nucléaire. Et donc, il fallait trouver un endroit qu'EDF possédait, où il y avait des propriétés d'EDF, où il y avait des grillages et des forces de police pour protéger l'installation, en quelque sorte. Des éventuels, pas djihadistes, mais des éventuels antinucléaires. Bon, donc, classés S, quelquefois. Hein. Il n'y a pas que les djihadistes qui le sont, ou les futurs djihadistes. Donc, que restait-il? Il restait Flamanville. Mais pourquoi les bords de mer? Il y avait d'autres endroits où il y avait la possibilité d'installer des réacteurs nucléaires. Fessenheim, en 2003, c'est la deuxième raison de ça. En 2003, il y a eu une grande sécheresse déjà. Et vous vous rappelez peut-être avoir vu des photos qui passaient à la télévision où on montrait Fessenheim, dont le réacteur était arrosé par les pompiers. Comme technique extrêmement moderne, c'était quand même un peu douteux, c'est moins qu'on puisse dire. Ça veut dire que le Rhin n'était pas suffisant dans des périodes de sécheresse pour refroidir les réacteurs de Fessenheim. Donc on a choisi, d'une part, des endroits où il y avait encore de la place, et on a choisi des endroits qui étaient en bord de mer, parce que le jour où la mer sera disparue, quand même, ce sera plus que grave pour nous, hein, pour nos descendants. Bon, donc, il restait Gravelines, il restait Panly, Panly c'est en Seine-Maritime, et il restait Flamanville. Donc, c'est Flamanville qui, on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, qui était choisi, non pas parce que c'était techniquement le meilleur, pour EDF c'était plutôt Panly, hein, parce que les couloirs de ligne existaient déjà. Ce qui n'était pas le cas pour Flamanville, car Flamanville fournissait déjà l'électricité pour, en partie, la région parisienne, mais surtout pour la Normandie, et pour... il y a un couloir de ligne qui va déjà jusqu'à If, au sud de Caen, et jusqu'à Rennes. Donc, mais on aurait fermé, l'idée c'était fermer, c'est ce qui est envisagé à l'heure actuelle, la centrale thermique près de Nantes, entre Nantes et Saint-Nazaire, et donc à partir de ce moment-là, il fallait un couloir de ligne supplémentaire pour aller vers les Pays de Loire, fournir de l'électricité ici pour aller jusqu'au Pays de Loire, et avec des couloirs de ligne. Et ce qui a permis le choix de Flamanville, c'est parce qu'il y a une association qui s'est créée, qui était dirigée par un chef d'entreprise qui a pensé qu'il aurait des retombées, et parce qu'il y avait aussi à l'intérieur un certain Cazeneuve, un peu plus connu depuis, maire et député de Cherbourg, qui en voulait. Et puis, il y avait aussi un dénommé Ferré, responsable de la FNSEA au niveau national, qui est originaire du département. Et nous, on n'aurait aucun problème pour le couloir de ligne. Enfin, il en a eu quand même un certain nombre, puisque EDF a été obligé d'acheter 56 maisons. C'est sans effet, évidemment, mais les agriculteurs, les propriétaires ont eu quelques problèmes. En tout cas, c'est Flamanville qui a été choisi pour un truc qui est inutile. Alors non, pas forcément inutile. Pourquoi? Eh bien, Sarkozy, lorsqu'il était ministre à l'Industrie, il n'a pas toujours été à l'intérieur, est allé en Chine pour essayer de vendre le réacteur, et les Chinois, pas forcément stupides, ont dit, mais faites-en un chez vous, et on verra. Donc c'est comme ça que la décision de Flamanville a été prise, hein, pour ces deux raisons majeures. Bord de mer, enfin c'est pour trois raisons. La constitution
d'une association qui a une certaine efficacité pour le nucléaire, hein, et également le fait qu'il y avait cette nécessité pour vendre. On l'a dit depuis le début, et maintenant, presque tout le monde ici reconnaît que c'est à des fins commerciales. EDF a construit à Flamanville, un EPR a commencé à construire à Flamanville pour des raisons commerciales. Il fallait, pour le commerce d'Areva à l'époque, il fallait absolument vendre à la Chine. On avait déjà vendu à la Finlande, vendre également à l'Inde. C'est toujours en cours, l'Inde. Et l'Inde, les derniers contacts entre l'Inde et la France, c'est qu'il finirait quand même par acheter 6 réacteurs, c'est le seul contrat envisagé. Et ça, la décision serait en fin 2018. Maintenant, ça risque d'être fin 2019 avec le retard d'un an supplémentaire. Donc, le marché est très difficile pour l'EPR aujourd'hui. L'Afrique du Sud a abandonné, les États-Unis ont abandonné, pratiquement tous les États ont abandonné, sauf la Grande-Bretagne, Hinkley Point, de l'autre côté du Channel. Et il faut savoir quand même, encore une fois, que British Energy est une filiale d'EDF. Donc s'il y a des risques, ce sera pour nous, hein, puisque ça n'est qu'une filiale d'EDF. Et les Anglais, qui ne sont pas stupides en matière commerciale, ont bien chiffré les coûts de l'électricité provenant de Hinkley Point. Hein. Et donc, si on dépasse un certain taux, eh bien, c'est EDF qui paiera les surcoûts. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, les économistes estiment à 3 fois plus le coût du kilowatt nucléaire par rapport, j'ai dit à 3 fois plus, par rapport au coût du kilowatt électrique dans le monde. Hein. Donc, c'est une limite quand même colossale, surtout quand on sait que EDF a déjà 35 à 36 milliards d'endettement, sans parler les autres coûts annexes. Alors, c'est important quand même, je pense, même si je vais peut-être être un peu long, c'est important de le dire avant de parler des risques. Hein. Les risques, il y a les risques du nucléaire classique, mais les risques sont vite apparus. Des risques qui n'avaient pas forcément d'effet sur les populations. Le premier gros problème, c'était celui du tunnel de rejet. On s'est aperçu en cours de travaux qu'il y avait du fer, jadis, à Flamanville, qu'il y avait des endroits où le sol était sous la mer très perforé, donc difficile à travailler, et encore plus difficile des endroits où la teneur du minerai de fer était jusqu'à 63%. En France, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé à ce taux-là, sauf dans ce secteur. En Europe, il n'y a que dans les pays nordiques, Norvège et Suède, que ça a pu exister. On a fermé cette mine uniquement parce que ça a coûté cher d'aller chercher ce fer sous la mer. Donc on rencontrait soit des trous, en fait ça, soit des endroits où les traitements pour creuser la canalisation de rejet en mer ne pouvait pas être réellement faite. Il y avait des entreprises qui abandonnaient les contrats qu'ils avaient eus parce qu'ils cassaient leur matériel. Vraiment simplement. On a fait un deuxième tunnelier, et un tunnelier avec une sorte d'engin à cheville pour aller creuser là. Donc déjà des déboires pour impréparation, on peut dire. Il aurait fallu pas seulement regarder sur une carte, il aurait fallu aussi questionner un peu les anciens mineurs ici pour déterminer quelles pouvaient être les difficultés particulières du site. Bref, ça a retardé, le début des retards, ça vient de là déjà. Mais les gros problèmes, ça a été surtout ceux après ceux du tunnel, le système de contrôle-commande. Je n'entre pas dans le détail technique, hein, mais vous pourrez essayer de retrouver ça sur Internet. Ensuite, ça a été le problème
problèmes du pressuriseur, ça a été également, je ne cite que les principaux, ça a été les problèmes de la cuve, et les problèmes de la cuve, je vous rappelle, ne sont pas seulement ceux de l'EPR, mais ceux des vieux réacteurs. Vieux réacteurs construits déjà par Creuse-Loire, Creuse-Loire qui était une entreprise pratiquement à la ramasse, soit dit en passant, elle a été achetée par un certain Bolloré, l'un des frères, et Bolloré a demandé à un certain Victor qu'on a rencontré, monsieur qui est dans le fond, et moi-même on l'a vu dans une réunion à Paris, ça a été 800 000 euros achetés et rachetés. Ce monsieur Victor nous a dit que Bolloré était un incapable en matière de fabrication des aciers. Hein, c'était uniquement, a-t-il dit, un financier, c'est tout. Ben oui, il a bien réussi dans ce domaine. Hein. Alors, par contre, la cuve de l'EPR, comme quelques autres précédemment, ben, elle a quelques problèmes particuliers. C'est le fait d'avoir trop de carbone dans ses aciers, ce qui veut dire qu'elle est plus cassante, plus vulnérable en cas de pression plus importante que prévu, ce qui arrive dans toute installation qui utilise ce genre de matériel. Donc, les risques, normalement, auraient dû provoquer l'arrêt des travaux et auraient dû provoquer que, pour le moins, on change la cuve. Il a été question pendant un temps d'évoquer la question du couvercle, mais surtout pas celui du fond, parce que le fond était déjà scellé par EDF, un hasard. Donc, on a continué, l'autorité de sûreté nucléaire a fait les remarques, et puis ensuite, eh bien, on a continué les travaux, et elle est toujours là, la cuve, avec ses risques, et avec cette chose étonnante, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire exige que 5 ans après la mise en marche, on change le couvercle. Alors, ou bien il n'y a pas de problème, et on ne change pas le couvercle, ou bien il y en a un et on change tout de suite, on n'attend pas 5 ans. Donc il y a, du point de vue de la sécurité, quelque chose qui est complètement inadmissible. On a choisi le commerce, il fallait que ça marche, coûte que coûte, par rapport à la sécurité. On a même fait grand du point de vue de l'État, c'est-à-dire que le 30 décembre 2015, le gouvernement a écrit, c'était le gouvernement de Valls, et il y avait Cazeneuve qui était aussi dans ce gouvernement, à ce moment-là, pas encore Premier ministre, et donc il a été décidé la possibilité de déroger, et bien entendu déroger aux lois et règlements en matière de sécurité nucléaire sur les installations nucléaires sous pression. On n'a pas dit la cuve, mais c'était ça. Quand nous avons protesté, à l'époque, quand le client a protesté, il a été répondu par l'ASF, mais non, c'est pas pour l'EPR, c'est pour les installations sous pression. L'EPR, il n'y a pas, la cuve n'est pas une installation sous pression. Bref, on en fume quand même, les gens. Hein. On fait croire quelquefois que l'on contrôle, il ne faut jamais oublier que l'autorité de sûreté nucléaire, c'est l'État, que EDF, c'est l'État, que Areva, c'est l'État, et que vous avez également, à la tête de l'État aujourd'hui, un ancien d'Areva, sans compter, il y a un principe clé quand même que Hulot, par le passé au moins, a été entaché d'accepter un certain nombre de fonds d'EDF pour son association. C'était son principal sponsor, EDF. Bref, donc on a là, certains disent un État dans l'État, d'autres, comme mon fils, par exemple, non, c'est pas un État dans l'État, c'est l'État. C'est-à-dire que c'est l'État nucléaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'État promeut des lois et ensuite les défait, comme ça, par décret, par simple décret. Donc, eh bien, la cuve est restée en plan et on va faire des
les essais, et on verra si les essais sont convenables ou pas. Peut-être qu'on arrivera à une situation telle que celle de Superphénix, qu'on a autorisée, et qu'ensuite on a constaté qu'elle avait fonctionné à 5% de ses capacités, et on a fini par l'arrêter quand même pas mal d'années après, avec un coût qui était 6 fois supérieur à celui de la construction d'un réacteur classique. Donc, citation de la Cour des comptes. C'est pas un calcul de ma part. Bon, donc, on est dans une situation quand même plus que paradoxale dans la matière. Et donc, qu'est-ce que l'État a choisi comme solution? Ben oui, on continue à mettre en marche, sans jeu de mots. Mais on a décidé de faire en sorte que on étend le périmètre des plans particuliers d'intervention en cas d'accident. C'était 5 et 10 km pour le confinement et l'évacuation. Donc, Ségolène Royal a décidé de passer à 20 km. De façon abstraite. On prend une carte, on fait au compas 20 km, donc à partir au-delà de 20 km, il n'y a plus de problème. Ce qui est une absurdité. Ça dépend s'il y a du vent ou pas. Ça dépend par ici, si les vents viennent d'est, ce sera les anglo-normands qui ramasseront. Ou bien si les vents viennent d'ouest, comme ils sont dominants, etc. Bon, donc, ça contente peut-être certains, mais ça n'a rien à voir avec la réalité d'un accident. Fukushima, il y a des territoires qui sont à quelques kilomètres seulement de là où s'est produit l'accident, qui n'avaient pas de problème majeur, et par contre à 60, 70, 80 km, c'était pas le cas. Et en plus, comme Autocan l'a rappelé quand il est venu il y a quelques semaines à Flamanville, l'ancien chef du gouvernement japonais, qui est devenu antinucléaire depuis, quand les vents tournaient vers Tokyo, on s'est demandé, même s'il avait fallu évacuer 50 millions de personnes dans la région de Tokyo au Japon. C'était la mort du Japon, dans l'ensemble. Quand je dis la mort, c'est pas forcément la mort physique, c'est aussi la mort des entreprises, c'est la mort de l'économie. Bon, donc, aujourd'hui, chose nouvelle, c'est le problème des soudures. Tiens, il y a des soudures. On le savait depuis... le problème de la cuve, on le savait depuis 2006. Avant le décret d'autorisation de construction de Flamanville. Les soudures, on le savait depuis 2015. Et donc, bon, on va retarder d'1 an, comme un an de plus. Il y a des gens ici qui sont très contents, parce que plus ça dure, plus ça permet de louer des logements, d'avoir du commerce pour les grandes surfaces, etc. Et puis d'avoir du travail, j'y reviens à cela. Parce que c'est pas sûr qu'on trouve du travail à Hinkley Point. EDF a fait appel à un certain nombre d'entreprises chinoises pour faire le travail à Hinkley Point, de l'autre côté de la mer. Bon, donc on se fout de nous, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où c'est le fric qui commande, c'est tout. Et comme je suis un vieux militant, je me rappelle en 1975, un représentant du ministère de l'Industrie qui s'appelait Dornano à l'époque, qui était d'ailleurs ministre de l'Industrie, ministre de l'Environnement, c'était bien pratique. Et donc, ce représentant du ministère, qui s'appelait Teste-Lipaillé, à la fin d'une réunion, il a été quelque peu bousculé par la population qui était là. Il a réouvert sa portière et on vous aura au fric. Eh oui, en quelque sorte, on nous a au fric. C'est le fric qui commande, fric d'État, ou fric, c'est bien pratique d'ailleurs, parce que imaginez quelle entreprise avec 35 milliards d'endettement, avec 50 à 100 milliards de frais pour rafistoler les vieux réacteurs, avec la gestion des résidus des réacteurs nucléaires qu'on va devoir démanteler, avec le coût
de la gestion des déchets, qui ne sont pas encore à Bure, hein, mais qui sont à La Hague. On a doublé la capacité de stockage d'attente sur La Hague, et on fera peut-être plus. Il y a des gens qui disent, oh ben, on fera peut-être ça à La Hague jusqu'en 2070. Bref, donc on est dans cette situation où si ça, je ne défends pas la propriété privée des entreprises par rapport à la propriété d'État. Mais il se trouve qu'en matière de nucléaire, eh bien, si ce n'était pas l'État qui était là, il y a longtemps que EDF serait en faillite. Et là, les soudures, on dit que ça va encore coûter 400 millions plus. Il faut savoir que l'estimation du coût d'EDF, dit par EDF il y a un peu plus de 2 ans, c'était 10 milliards et demi. Quand on dit aujourd'hui, on va passer à 11 milliards, mais qu'est-ce qu'on fait de la période de 2 ans qui a précédé là? On est beaucoup plus près des 12 à 15 milliards, estimation faite pour Hinkley Point. Hinkley Point, c'est prévu comme coût, il y a un an, 12 milliards minimum et 24 milliards les 2 réacteurs et 34 milliards éventuellement.